Bienvenue dans le podcast de Beebonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Beebonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Michel Cassanellen-Bogen. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et comédien diplômé du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Dans la presse belge, on vous connaît bien puisque vous êtes également avec votre femme Patricia Hyde, le directeur fondateur du théâtre Le Public que vous avez fondé en 1994. Alors Marc Vossen, CEO de Nostalgie, a une très belle phrase pour vous résumer. Il dit de vous, cet homme a fait de sa vie un théâtre et de sa famille le public. Oui, c'est une belle phrase, c'est vrai. Ma famille ne se résume pas à ça. J'ai aussi une famille autre que celle du théâtre. Mais c'est bien résumé, en effet. Alors, on va bien évidemment parler de culture, de théâtre et de cette campagne qui va voir le jour prochainement sur la plateforme de crowdlending Beebonds. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la genèse de l'histoire. Vous avez plusieurs casquettes, mais imaginons que vous arrivez dans un dîner où personne ne vous connaît. Comment est-ce que vous vous présentez ? Écoutez, mon narcissisme naturel, si j'arrive dans un dîner où personne ne me connaît, ferait que je ne serais peut-être pas en grande forme. Non, je blague. Mais tout simplement, comme vous venez de le faire, d'abord acteur, et puis metteur en scène, et puis co-directeur d'un théâtre, et puis pour y arriver, avoir eu la chance de rencontrer différents métiers, différentes personnes, qui font que j'ai pu faire le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et que sans doute nous ferons encore, avec tous ceux qui le souhaitent, un bout de chemin ensemble. Voilà, moi je ne suis jamais que ça. Et si vous deviez justement raconter à nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur vous et sur le public, par où est-ce que vous commenceriez l'histoire du public ? Je dois la commencer à l'école, parce que j'ai eu cette chance, dans les années 70, je parle de 1970, donc c'est quand même le siècle dernier, pas celui d'avant, de rencontrer un professeur de français et de latin qui n'en avait rien à faire, pour rester poli, de donner cours de français et de latin, mais qui était un passionné de théâtre. Et il faisait passer à Uccle 1 des auditions. C'était absolument pas pédagogique. Il faisait passer des auditions à ceux qui voulaient pour pouvoir faire le spectacle de l'année à Uccle 1. Spectacle qui se jouait à l'époque au Palais des Beaux-Arts, 8 à 9 fois, où des collègues à lui faisaient le décor, etc., et où on répétait tout au long de l'année. Et il s'avère, une charmante personne, un jour dans la cour de récréation, m'a dit « Tiens, tu ne passerais pas l'audition ?» Je ne suis pas sûr que si c'était un autre regard qui m'avait posé cette question, j'aurais été passer l'audition, mais j'ai suivi le regard. Et le regard m'a amené sur scène devant cette personne qui s'appelle Jacques Cruytor. J'ai passé l'audition, j'ai été retenu. Et rentrer dans la troupe de Jacques Cruytor, c'était rentrer dans le métier. Je le savais pas à l'époque, j'avais 14 ans. Mais on recevait même un motif du préfet qu'on pouvait remettre chaque fois qu'on avait une interro et qu'on n'avait pas appris, en disant « je fais du théâtre, on ne devait pas la faire ». Vous voyez un petit peu la chose extraordinaire à l'époque. Et puis on répétait toute l'année, 20 à 30 heures semaine après les cours, et on jouait. Et ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ parce que le théâtre m'a donné une place à l'école. Et puis de là, j'ai présenté au Conservatoire de Bruxelles 3 extraits de 3 pièces que j'avais jouées à Uccle 1. J'ai été retenu au Conservatoire. Là, je me suis rendu compte que c'était un métier. C'est le lieu des rencontres, des débats, des rêves. À l'époque, quand on rentrait au Conservatoire et que on vous trouvait un peu de talent, on travaillait très vite. Donc, je suis rentré à 18 ans au Conservatoire et j'ai fait mon premier rôle professionnel 2 mois plus tard, au Botanique. Et puis après, le Rideau de Bruxelles, le National, les Jeunes Compagnies, etc. Mais le centre, le point de départ, vous me demandiez d'où ça vient, mais ça vient de l'école. Et quand aujourd'hui, au Théâtre Le Public, on travaille avec l'école d'en face et qu'ils sont sur la grande scène et que tous les ans, il y a un projet comme ça, eh bien, on sait que des vocations naissent de là, parce que le théâtre est un endroit où on partage, on se rencontre et parfois on se révèle. C'est un lieu de reconnaissance, le théâtre. Et c'est sans doute ce dont le monde souffre le plus aujourd'hui, c'est un manque de reconnaissance à différents niveaux. Donc voilà, vous avez la synthèse là. Tout à fait, de la genèse. Oui. Donc un homme de scène, mais vous êtes aussi un homme qui fait la scène, qui fabrique la scène. Quand est-ce que ça s'est arrivé ? Racontez-nous, quand est-ce que vous êtes passé d'acteur, metteur en scène à 1994 ? Je me lance dans un théâtre. Oui, c'est parti dans les années 83-84 où j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Thierry Salmon et qui est metteur en scène à l'époque et qui nous propose un spectacle dans les faïenceries Bock, un lieu abandonné sur le Sablon qui est devenu un hôtel depuis.
et où, dans ce collectif, pour faire du théâtre, certains s'occupent du sponsoring, d'autres des décors, etc. Et un concours de circonstances m'amène à prendre dans ce collectif toute une série de responsabilités qui m'apprennent autre chose, en fait, que le théâtre. Et c'est là, si vous voulez, à l'époque aussi, en vivant cette grande aventure collective, on était une vingtaine, que quand je regardais les actrices et les acteurs de plus de 40 ans, j'en voyais pas beaucoup d'heureux. Et une des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas heureux, c'est qu'ils ne pouvaient pas choisir ce qu'ils voulaient jouer en Belgique. Une forme de frustration. Oui. Et donc, moi, j'avais beaucoup de passion pour ce métier, mais il me semblait que le faire avec beaucoup de contraintes était pas ce dont je rêvais. Et donc, c'est dans ces eaux-là, on m'engage au National, après cette aventure collective, et on me propose de rentrer à l'année au Théâtre National avec 2 rôles qui me plaisent et 2 qui ne me plaisent pas. Et je dis au directeur à l'époque, écoutez, ravi, merci vraiment de m'engager, je voudrais faire ces 2 rôles-là, mais pas les 2 autres. Et il me dit, c'est tout ou rien. Ce jour-là, je lui dis, ce sera rien, et je me dis, je vais ouvrir un théâtre. Puisque le pouvoir semble se situer au niveau de la direction d'un théâtre. C'était le cas à l'époque, ça a un peu changé maintenant. Le théâtre s'est réparti un peu différemment. Mais à l'époque, c'était vraiment les directeurs qui décidaient de ce que vous pouviez jouer ou non. C'est ce jour-là que je décide, en sortant du bureau de ce directeur, je le remercie, je l'ai revu par la suite après, je lui ai raconté cette histoire, c'est Jacques Huysmans, qui est quand même le fondateur du Théâtre National. C'est ce jour-là que je décide que je vais ouvrir un théâtre. Seulement, j'ai pas d'argent. Or, alors qu'est-ce que je fais? Je vais rencontrer les responsables politiques et je leur dis je vais ouvrir un théâtre. Et je déclenche là une multitude de fous rires parce que ça ne se fait pas de dire je vais ouvrir un théâtre. Il faut respecter une multitude de règles, il faut faire des dossiers, et puis avoir un peu, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis parfois plus, et puis parfois pas, etc. Enfin tout ça. Donc je me dis il faut de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent? Vous avez 23 ans, il paraît que quand on fait des affaires, on peut gagner de l'argent. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est comme ça que tout démarre sans savoir exactement quoi, comment, etc. Et puis, j'entends que Mitterrand, pour devenir président, organise une immense campagne de télémarketing où il fait passer des millions d'appels avec un message à lui. Je me dis, tiens, est-ce que ça existe en Belgique, ça? Non. Mais tiens, moi, je connais beaucoup d'acteurs qui peuvent très bien parler au téléphone. Et si on faisait ça avec des acteurs? C'est comme ça que je crée une société qui s'appelle KI Partners. K, Kassenellen Bogen, Ide, Patricia Ide, Partners pour faire bien un peu américain, et que cette société se crée, propose du télémarketing avec des téléacteurs. Et là, en 84, je rencontre la réalité d'un monde qui n'est pas le monde culturel. Et j'ai la chance de rencontrer des clients extraordinaires qui m'ont appris mon métier. Puis on vous prête des qualités, on vous nomme manager de l'année en 1988, vous devenez consultant. Mais le rêve d'ouvrir un théâtre est toujours là. On s'était donné 10 ans. Et après 10 ans, j'ai toujours pas suffisamment de moyens pour ouvrir un théâtre, mais j'ai suffisamment de crédit pour obtenir un emprunt pour ouvrir un théâtre. Et c'est comme ça qu'est né le Théâtre Le Public. Voilà. Avec la société Espace Public. Avec la société Espace Public qui a investi, emprunté pour pouvoir abriter un théâtre, la création de la SBL, et puis sur fonds propres pendant toute une période, et puis par la suite pour toute une série de raisons. C'est une longue histoire, ça. Nous avons fini par être subventionnés pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisons dans un marché qui est totalement subventionné, donc qui rend très compliqué le fait de ne pas l'être. Là, vous venez de me dire, c'est là que j'ai appris mon métier. Oui. C'est quoi votre métier? C'est directeur de théâtre? C'est acteur? C'est un tout? C'est quoi? Le métier d'acteur, je l'ai appris au conservatoire et puis j'ai appris en jouant. Le métier de metteur en scène, j'ai eu la chance, je crois que j'ai dû faire près de 60 ou 70 mises en scène. J'ai eu la chance de mettre en scène beaucoup d'acteurs de grand talent et ça vous apprend à mettre en scène aussi, ça, les actrices et les acteurs de talent. Et puis, mais le monde économique, il m'a été appris par ce métier que j'ai plus ou moins inventé en Belgique à l'époque, le télémarketing, puis le marketing direct, puis la publicité. Et puis, vous savez, un grand communicateur que j'ai rencontré dans ma vie qui s'appelle Jacques Séguéla, vous voyez, il était pharmacien à la base. Il y a comme ça des métiers où il y a des écoles très, très, très pertinente pour vous apprendre toute une série de règles, mais il y a aussi parfois, sans mérite, des rencontres, un certain sens, une certaine connaissance qui s'acquiert petit à petit, parce que moi j'ai pas été si vite, hein. J'ai mis du temps pour faire tout ça, et pas tout seul, qui font qu'on vous prête des qualités et un certain savoir dans différents domaines. S'il n'y avait pas eu l'AKI Partners, on n'aurait jamais pu lancer le Théâtre Le Public comme on l'a lancé. L'AKI Partners, c'était aussi un truc extraordinaire, on faisait à peu près 6 millions d'appels par an. Et là-dedans, il devait y avoir 200-300 études de marché par an. Et quand vous étudiez des marchés pour des clients, vous apprenez le marché.
Je ne sais pas quel produit on n'a pas étudié, quel marché on n'a pas... à l'époque, on est dans les années 85, 95, comme ça. Pour quel secteur d'activité j'ai pas travaillé à l'époque, ou pour amplifier des ventes comme la presse ou l'informatique, ou je ne sais pas quel produit à l'époque on n'a pas traité pendant les 15 ans où on a fait la KI Partners. Mais ça vous donne une perception qui n'est pas celle du monde que le monde de la culture connaît, mais c'est un monde réel. Et faire le lien entre l'un et l'autre, c'est fait assez naturellement. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Il y a quelque chose dans le monde de la culture où le business, c'est pas bien, c'est vulgaire, on n'en parle pas, et pourtant, c'est crucial. Oui, ça n'est valable qu'en communauté française. Parce que la communauté française, elle considère... Il y a de belles choses là-dedans. Depuis 1945... la communauté française a investi d'abord à partir des budgets de l'éducation permanente et par la suite c'est devenu la culture. Et le marché réel rentable étant le marché français, il y a un marché qui est subventionné, donc absolument pas préoccupé par la rentabilité. Et c'est chouette qu'en culture on ne soit pas préoccupé par la rentabilité, qui a pris tout le marché. Mais donc il est devenu à un moment donné presque déconsidérant de faire que quelque chose puisse fonctionner aussi économiquement. C'est-à-dire que ce qui fonctionnerait économiquement serait corrompu par le néolibéralisme. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Mais c'est parce qu'en Belgique, il n'y a pas de marché totalement rentable. Parce que le marché le plus rentable de cette langue, c'est la France. Mais en France, faire un succès qui rapporte, ce n'est pas honteux. Aux États-Unis, faire un succès qui rapporte, ce n'est pas honteux. En Allemagne, en Angleterre, en Flandre, ce n'est pas honteux. En Belgique, il y a un microcosme intellectuel qui peut avoir tendance à considérer que ce qui marche correspond à quelque chose qui compromet. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a des spectacles qui font beaucoup de monde et qui sont très bons. Il y a des spectacles qui font beaucoup de monde et qui sont très mauvais. Il y a des spectacles qui font peu de monde et qui sont très bons. Il y a des spectacles qui font peu de monde et qui sont très mauvais. Moi, je pense quand même, après 30 ans, que ceux qui sont très bons et qui font vraiment pas beaucoup de monde, ils doivent quand même se poser des questions. On est en 2021, le public a 27 ans. Oui. On a une année compliquée. Parlez-nous de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parlez-nous de cette année, parlez-nous du public aujourd'hui qui s'apprête à se lancer dans une campagne avec Bibuns. Mais écoutez, avant la crise du Covid, on vit une des plus belles années. On est complet, et on sait aussi que les finances publiques ne vont pas pouvoir continuer à se développer pour toute une série de raisons, à tort à mon avis, mais c'est un autre débat. Et donc, nous voulons continuer à nous développer, à nous étendre, et donc on se dit, les murs dans lesquels nous sommes deviennent trop petits. On peut pas... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On réfléchit à ça avant la crise du Covid. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir amplifier le lien entre les artistes que nous défendons et les citoyens ? Augmenter le nombre de spectateurs. Et donc, on réfléchit à différentes localisations, etc. Boum, arrive la crise du Covid qui... vraiment discrimine injustement le secteur de la culture encore aujourd'hui. Et il y a deux possibilités. Ou bien, dans cette période horrible, tout s'arrête et on accepte le fait d'être considérés comme des gens sans aucune essentialité. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se comprend. Ou bien, on continue à essayer de se battre sur le court terme et à développer les projets moyen et long terme. Et c'est comme ça que, tout d'un coup, se concrétise cette possibilité de répondre à un appel d'offres à Uccle sur une place publique. Nous y répondons et on est choisi pour pouvoir ouvrir un nouveau théâtre sur le parvis Saint-Pierre. Il faut savoir que quand on a créé le théâtre public, un de mes rêves était que le théâtre appartienne aux spectateurs en partie. J'ai toujours trouvé ça, je sais pas, oui peut-être une utopie, mais que la chose qui reçoit les spectateurs appartienne en partie à ceux qui le visitent. Et qui le font vivre. Et qui le font vivre. Voilà que avec ce nouveau lieu à Uccle, ce rêve va peut-être se concrétiser, c'est-à-dire qu'on va proposer à des gens qui sont spectateurs du théâtre ou qui ne le sont pas, de pouvoir devenir copropriétaires d'un lieu culturel. Dans cette période où on sent que les bases démocratiques sont quand même méchamment attaquées, avec encore, je ne sais pas quand tout ça sera écouté, mais ce Rambo là qui se balade et qui est soutenu par l'extrême droite, avec tous les courants communautaires, avec la crise du Covid a mis une loupe sur tout ce qui est beau et tout ce qui est laid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus solidaires et des gens qui sont plus égocentriques. Il y a des gens qui pensent plus aux autres et des gens qui pensent plus qu'à eux. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de rapport au beau. Je pense que seul le beau
peut nous faire échapper au ressentiment. Et le ressentiment, c'est ce qu'utilisent les populistes pour amener vers la dictature. Donc, ouvrir un lieu de culture, c'est ouvrir un lieu de débat, c'est ouvrir un lieu qui sera en lien avec les citoyens et permettre à des gens, quel que soit leur niveau de revenu d'ailleurs, de pouvoir investir dans un projet comme cela. C'est un rêve qui va peut-être se concrétiser, on verra bien d'ici peu. Et on va parler de cette concrétisation avec Tariq. Voilà, merci Michel. Merci à vous. Alors Michel, je pense que Elisa a interrogé Monsieur Cassen. Et puis maintenant, on va passer à la partie Hélène Bogen, donc le personnage qui fait les affaires, donc la dimension économique du projet dont on parle aujourd'hui, qui est l'aménagement de ce nouveau lieu à Uccle, et votre décision de faire appel à un appel public à l'épargne via la plateforme Bibonds. Et donc dans cette période, pourriez-vous nous raconter un peu comment l'idée vous est venue de faire appel à ce moyen de financement et finalement de rentrer en contact direct avec votre public pour lever les fonds nécessaires, ou en tout cas une partie pour ce projet? C'est un choix philosophique, le fait de faire appel à Bibonds, dans le sens que ce projet tient économiquement si la totalité des montants nécessaires pour sa réalisation sont empruntés à une banque, qui d'ailleurs a déjà donné un accord de principe. Donc le choix de faire appel à des investisseurs pour acquérir des obligations convertibles, c'est une volonté d'une participation citoyenne à un projet culturel. C'est un projet culturel et citoyen. Et dans la période que nous traversons, ça me paraît important de proposer des produits qui ont un rendement économique, mais aussi un rendement philosophique dans le monde dans lequel on vit. On sait qu'on peut pas continuer à fonctionner comme nous fonctionnons, sinon on va droit dans le mur, au niveau du climat, au niveau d'un certain nombre d'inégalités. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde gagne la même chose, mais ça veut dire quand même qu'il y a une limite aux inégalités sociales, écologiques, etc. Et que la culture est un des piliers de la démocratie et que de permettre à un grand nombre de gens de s'y associer autrement que en tant que spectateurs, c'est une vraie volonté philosophique et politique. Alors, quand par ailleurs, dans le monde économique d'aujourd'hui, on propose un rendement qui n'est peut-être pas le plus élevé des rendements par rapport à tous les investissements possibles, mais qui est bien plus élevé que d'autres rendements proposés par le système financier classique, eh bien, on espère que des gens conscients qu'il est important d'investir dans des projets culturels et citoyens vont suivre. On a bien compris que vous aviez tous les atouts pour les convaincre, je pense. Moi, je me mets dans la peau des gens qui vont regarder ce projet. Évidemment, il y a le volet culturel et je pense qu'il appelle aussi une certaine responsabilisation, puisqu'on est souvent spectateur du débat sur les subsides, sur la culture, il y a trop ou il n'y a pas assez. Donc, in fine, ici, on ouvre une fenêtre pour que les gens prennent une action qui est autre que d'aller ou de ne pas aller au théâtre. Et c'est donc de l'investir et de le soutenir. Les gens vont saisir cette opportunité ou pas. On dit entreprendre, c'est prendre avec la main. Donc on va leur donner le choix et on en est ravis. Mais de l'autre côté, je me mets dans la peau des gens aussi, on n'a pas l'habitude d'analyser un dossier de théâtre, en tout cas, ou dans lequel, des murs dans lesquels un théâtre va se passer. Donc peut-être que les gens ont l'habitude de voir un bien de rapport, une construction, on a parlé de studio de yoga. Et donc comment est-ce que vous expliqueriez la dimension économique? De manière simple, c'est un partenariat privé-public. Donc le théâtre, le public aujourd'hui, l'ASBL, le public est une ASBL subventionnée pour répondre à un certain nombre de missions. Alors la spécificité de l'ASBL, le public, c'est qu'elle fait des recettes propres plus importantes que la subvention qu'elle reçoit, ce qui lui permet de développer un emploi artistique important. Et ce rendement ou cet équilibre entre subsides et recettes propres est fait parce que plus de 100 000 spectateurs nous visitent aujourd'hui rue Brandt à Saint-Josse, qui, dans le cadre d'un développement que nous proposons, est quand même plus compliqué que à Uccle sur le parvis Saint-Pierre, sur une place publique. Sans renier aucunement le plaisir que nous avons à faire ce que nous faisons ici et que nous allons poursuivre. Maintenant, le théâtre, le public, ça n'est pas que du théâtre. C'est aussi toute une série d'activités autour du théâtre qui sont plus classiques. Quand on a, comme c'est le cas aujourd'hui, 2 restaurants au théâtre public, enfin aujourd'hui non, mais il y a peu et demain, c'est 35 000 couverts de gens qui mangent avant ou après spectacle. Bon, quand on prend
tous les services qu'on offre autour du théâtre, on se rend compte qu'il y a une économie qui s'amplifie et apporte une certaine rentabilité autour de l'acte théâtral. Et puis, quand on a aussi une programmation qui est faite sur base d'une expérience, ou en tout cas d'un désir, moi j'ai beaucoup de chance, quand je fais du théâtre et que ça me plaît, ça plaît à d'autres. Quand on présente des spectacles qui plaisent à beaucoup de gens, ça finit par être rentable. C'est pas inintéressant parce que ça permet de réinvestir ça dans d'autres spectacles, etc. Alors, la vocation de l'ASBL Le Public, elle n'est pas d'être profitable, c'est une ASBL. Le projet ici qui est proposé, c'est d'être propriétaire et de louer ça à l'ASBL Le Public. Et l'ASBL Le Public a les moyens de payer un loyer tout à fait correct par rapport aux investissements qui vont devoir être faits. Donc ce que je propose là aux investisseurs, c'est simplement d'aller plus loin avec nous dans ce que nous avons fait depuis 27 ans, mais plutôt sur un lieu plus accessible, dans un endroit de Bruxelles qui a toute une série de caractéristiques que nous n'avons pas ici. Tout le sud de Bruxelles a une offre culturelle relativement peu élevée et nous sommes là face au sud de Bruxelles. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que je pense que ce n'est pas un investissement risqué. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'est pas risqué qu'il ne doit pas avoir une certaine rentabilité. Et là, tous les investisseurs doivent avoir toutes les garanties qui seront données à tous ceux qui participeront au projet. Mais il est moins risqué cet investissement que quelqu'un qui participerait à la création d'un bâtiment pour quelque activité que ce soit qui doit se développer uniquement sur fonds propres. Au moins là, ici, il y a un subside qui garantit ce loyer qui va financer l'ensemble des travaux du projet. Oui, finalement, ici, on n'est pas à l'épisode dont vous nous avez parlé de Michel de 23 ans qui se met en tête d'emprunter de l'argent pour se lancer dans le théâtre. Voilà, que j'ai remboursé d'ailleurs. Voilà. On est avec quelqu'un qui a presque 3 décennies d'expérience. Quelle sera la différence du public là-bas par rapport au public d'ici ? Il sera plus étendu. On sait depuis maintenant quelques années que les gens qui habitent à l'extérieur de Bruxelles ont de plus en plus de mal à se rendre au centre de Bruxelles pour des problèmes de mobilité, de parking, Vous prenez tout le sud de Bruxelles, vous voyez la population même nous-mêmes, au Théâtre Le Public, il faut le dire, il y a 10 ans, nous avions beaucoup plus d'Uclois qu'aujourd'hui. Et quand on leur demande pourquoi vous ne venez plus, c'est pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'est vraiment, d'une part, une commune où l'offre culturelle n'est pas gigantesque. Il y a un centre culturel et qui fonctionne pas mal, mais c'est pas... Et puis d'autre part, il y a tout ce qui entoure le sud de Bruxelles. Donc je pense qu'on va avoir un public qui, dans sa forme sociologique, ne sera pas tellement éloigné de ce que nous avons ici, mais qui, dans sa zone géographique, va rendre beaucoup plus facile. Il y a un marché, là, tous les dimanches matins. Moi, j'habite Uccle depuis maintenant 2 siècles. Et c'était vraiment chouette, après la conférence de presse, de voir tous les maraîchers, là, que je connais un peu, être ravis qu'un théâtre s'ouvre, dire... Uccle n'a pas en plus une terrasse sur une place publique. Ça n'existe pas à Uccle. Je dis pas qu'il n'y a pas de terrasse, mais il n'y a pas de terrasse sur une place publique. On va vraiment occuper une place publique, là. C'est quelque chose qui est quand même tout à fait novateur. Et c'est quelque chose dont on doit se réjouir, je pense, après cette année de confinement, de désespoir culturel. Et puis j'espère aussi que nos abonnés, vous savez qu'on a près de 9000 abonnés. Ces abonnés qui s'étaient abonnés à une saison normale n'ont pratiquement rien pu voir depuis 15 mois. Vous savez combien on a perdu d'abonnés ? Dites-nous. 400. Ça veut dire qu'il y a 8600 personnes. Mais rassurez-moi, ils ont suspendu leur abonnement ou ils sont plus parmi nous ? Non, ils sont toujours là. Enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a 8600 qui ont dit non, mais gardez, on viendra voir plus tard ce qu'on vous a acheté. C'est quand même extraordinaire, parce que ça représente un montant important, vous savez, au total. C'est ce qui nous a permis de tenir. C'est ce qui nous a permis maintenant d'inventer ce que nous avons inventé dans cette période de crise pour quand même exister, une terrasse, une librairie, etc. Je pense que il y a un instinct de survie. Je suis entouré d'une équipe qui cultive ça de manière assez pertinente, et c'est cette même énergie et ce même instinct qu'on veut mettre en place à Uccle. C'est la poursuite d'une activité, comme vous dites, et on ne poursuit pas bien une activité quand on abandonne les précédentes. C'est donc une continuité. Mais je pense, très objectivement, économiquement, elle est bien moins risquée, je dois bien le reconnaître, que celle que nous avions inventée il y a 27 ans. Il n'y avait pas de public. La rue Brandt n'est pas une rue où on va pour d'autres raisons que si on y habite ou on vient dans notre théâtre ou dans la crèche d'en face. À tort,
La commune de Saint-Josse a par moment une réputation d'être pas, sans doute parce que c'est celle qui a la plus de nationalité, la plus safe. Alors que en 27 ans, je pense qu'il y a eu un sac volé. Voilà. Mais on ne savait pas que c'était impossible à l'époque. Et on l'a fait. Et là, je pense que c'est possible. C'est vraiment possible parce que le lieu est magnifique, parce que j'ai rencontré un architecte incroyable qui aime préserver le passé, mais qui a un Francis Metzger qui nous a fait un projet architectural. Toutes les personnes qui voudraient participer doivent voir à quel point ce sera beau. Et que se mettre au service du beau et ne pas perdre d'argent, voire en gagner un peu avec un intérêt correct, pourquoi ne pas participer à ce projet ? Vous cherchez pas finalement une alternative à un financement bancaire. Vous cherchez les moyens et un lien avec les gens qui vont financer ce projet aussi. Oui, je cherche à rendre le projet le plus autonome possible. Et le rendre le plus autonome possible, c'est avoir le plus grand nombre de personnes qui y participent d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, ce financement par le biais des contributions de ceux qui y participeront n'est pas indispensable pour que ça se réalise. Ça va faciliter la réalisation parce que c'est plus facile au niveau du cash flow, parce que etc. Mais c'est pas indispensable. Le business plan tient sans apport financier autre que ceux que on est prêt à nous prêter aujourd'hui. Mais c'est pas parce que moi je trouve que c'est la situation la plus confortable. Je n'ai pas envie aujourd'hui de faire un projet qui ne tiendrait pas ou me lancer dans un projet où je n'ai pas la solution pour le lancer. J'ai passé l'âge de ça. Même si j'ai des gens beaucoup plus jeunes que moi autour de moi qui soutiennent ce projet. Non, mais je suis là pour faire qu'un grand nombre de gens y participent. Parce que je crois que c'est ce dont la société, nous avons besoin pour un futur meilleur. Eh bien, vous allez bientôt donc vous lancer, ouvrir cette campagne. Oui. Donc on est en 2021 pour ceux qui nous écouteraient plus tard. Mm-hmm. On est à la veille quasiment du déconfinement que tout le monde attend. Mm. Donc ceux qui nous écoutent peuvent consulter donc le site et participer à l'opération. Ici, on est dans une campagne de crowdlending, donc qui fait appel à la foule pour le financement. Oui. Et donc c'est peut-être, on a parlé du taux d'intérêt 3,5, mais c'est peut-être aussi le moment de rappeler que ce financement se veut ouvert au plus grand nombre, puisque je pense que le montant minimum sera de 500 €. Oui. Donc je ne sais pas combien est l'abonnement à une saison au public, mais... Ça dépend. Vous avez un abonnement 3 spectacles à partir d'une 60aine d'euros. Il y a des gens qui prennent des abonnements 15 spectacles. Ça tourne aux alentours alors de 150 € ou 160 €. Donc oui, on peut participer à ce projet quel que soit le niveau financier. Non, les gens qui n'ont pas de quoi manger ou dormir, ceux-là, ils ont d'autres priorités et je les comprends. Mais la classe moyenne, il faut pas avoir beaucoup d'argent pour participer à ce projet. Et puis si on en a un peu plus, eh bien on peut acheter un peu plus et on aidera encore plus. De toute façon, je dois avouer que quelqu'un qui met 500 € sera traité de la même manière que quelqu'un qui met 100 000 €. Ah ben ça c'est la valeur, je veux dire c'est une des valeurs de base donc de B-Bonds. En tout cas moi je peux pas parler pour le fondateur, mais c'est ce que je vis au quotidien, c'est que le grand ou petit investisseur, on investit dans la même obligation, Voilà. on a le même retour, on ne paye pas plus cher ou moins cher puisqu'il n'y a pas d'ailleurs de frais. Non. Il y a pas de VIP, enfin il y a pas d'espace VIP, il y a pas de loge, enfin c'est tout le monde obtient le même produit, une obligation. On espère que la foule sera au rendez-vous. On le saura très bientôt et on a été ravis d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir fait appel à B-Bonds et on se réjouit du début de cette campagne. Je compte sur vous. On sera au rendez-vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. B-Bonds vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, B-Bonds sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.